David Graeber et David Wengrow ont écrit à deux mains une somme qui fait déjà date dans l'historiographie de la vulgarisation scientifique, en particulier dans les domaines de l'histoire, de l'anthropologie et de l'archéologie. Le livre a produit quelques émois chez certains commentateurs qui ne semblent cependant avoir lu que les 3 premiers chapitres qui contiennent, il est vrai, les seules affirmations sur lesquelles une prise est possible. Les auteurs, en effet, y avancent des interprétations audacieuses sur des textes philosophiques. J'ai lu en effet quelques critiques qui semblent s'être focalisées sur le début du livre, en grande partie centrées sur des textes des Lumières et sur une interprétation assez courageuse de ceux-ci. Ce qui est fort injuste, car ils éludent tout l'intérêt des 2 tiers du volume. D'ailleurs, comme on le verra, ce n'est pas pour ces 3 premiers chapitres que je conseille ce livre. Graeber, anthropologue, et Wengrow, archéologue, nous présentent une forme d'état des lieux des recherches sur les sociétés humaines, dépassant de loin, de très loin, celles auxquelles nous avons l'habitude de nous raccrocher quand nous évoquons l'histoire de l'humanité. La bibliographie de l'essai en est très variée, mais surtout nourrie de recherches récentes. Plus de la moitié de ces sources avaient moins de 20 ans au moment de son édition, et plus de 80% au total avaient moins de 40 ans. Seuls moins de 20% des sources sont antérieures à 1981. Ne vous attendez pas à trouver une actualisation de « Il était une fois l'homme » ou un œil nouveau sur les relations entre les Grecs et les Romains, les Hittites et les Égyptiens ou ce genre de choses. Non. Wengrow et Graeber nous offrent un panorama sur des dizaines de sociétés que, précisément, nous n'avons jamais étudié à l'école, et souvent même pas quand on a fait des études d'histoire comme moi à l'université. Les Amériques, et en particulier l'Amérique centrale et l'Amérique du Nord, sont les privilégiés de cette approche avec le Moyen-Orient et dans une moindre mesure l'Extrême-Orient. Wengrow a fait savoir que la mort de David Graeber les a empêchés de poursuivre leur tour du monde. Ce qui les intéressait, c'était de nous montrer la variété, la très grande variété des réalités sociales et politiques qui existèrent dans toute l'histoire et la préhistoire de l'humanité. À travers les exemples très diversifiés de ces sociétés, nous découvrons à quel point des notions telles que la liberté, l'égalité ou les relations hommes-femmes sont susceptibles d'être bien plus diversifiées que ce que nous proposent les théories économiques classiques fondées principalement sur le rapport à la propriété privée. Est-il besoin de rappeler que l'Homo sapiens a plus de 300 000 ans ? Et que les connaissances historiques se limitent à quelques milliers d'années et encore seulement pour une fraction de l'humanité? Comment pourrions-nous avoir la prétention de connaître à travers les seuls témoignages des antiquités classiques, à la rigueur de la Mésopotamie et de l'Égypte, et avec un poil de chance avec les premières traces d'écriture chinoise et les connaissances que nous avons de l'Inde ancienne, toutes les possibilités d'organisation sociale avant le Moyen-Âge et les grandes découvertes? Non seulement nous en sommes loin, mais en plus nous devons résolument remettre en question la linéarité de l'histoire à la Harari. En effet, la fameuse progression nomade-sédentaire, avec passage de la chasse et de la cueillette à l'agriculture et l'élevage, avant de passer aux cités, puis aux États, et enfin aux empires, n'est en rien indispensable. Par des exemples désormais documentés par les recherches récentes, nous apprenons que de nombreux empires se sont défaits sans intervention extérieure, selon ce qui semble bien avoir été des choix sociaux et politiques. Il faut aussi remettre en question l'idée que l'État puisse être lié à l'agriculture et à l'élevage. Et à propos d'agriculture, il serait bien temps de remettre en question la notion de révolution agricole, quand on se souvient qu'elle a duré 3000 ans, alors que le passage d'un statut à l'autre aurait pu se contenter d'une ou 2 générations, si ça avait été un choix vraiment délibéré, vraiment conscient et vraiment volontaire. On s'aperçoit enfin qu'il est tout à fait fréquent de renoncer à l'agriculture pour reprendre des activités de pêche, de chasse et de cueillette considérées comme plus intéressantes pour la collectivité. En effet, on sait aujourd'hui que tant l'Amazonie que l'Amérique du Nord et l'Europe centrale ont connu des périodes d'agriculture importantes, sous des formes parfois très différentes, avant de disparaître. En effet, l'arrivée de Christophe Colomb et de ses successeurs se fit à un moment bien précis de l'histoire du continent américain, moment qui masqua aux premiers découvreurs l'extraordinaire suite de choix politiques qui avaient traversé le continent durant les nombreux milliers d'années avant 1500. L'État pallié à l'agriculture? En effet, ici aussi, les 2 auteurs nous présentent des exemples frappants d'États composés de nations nomades ou même sédentaires, mais qui ont conservé des habitudes de cueillette, de chasse et de pêche. Alors, qu'est-ce qui caractérise l'État? Voilà encore un questionnement intéressant approfondi par Wengrow et Graeber. L'État historique, tel que nous le connaissons, caractérisé par une administration importante, une souveraineté claire sur un territoire et des populations, et sur l'action d'une véritable compétition politique, est-il le seul possible? Au cours d'une longue partie du livre, on découvre que l'on pourrait facilement qualifier d'État des organisations politiques qui ne recouvrent que 2 de ces caractéristiques, voire peut-être même qu'une seule. La démocratie non plus n'est pas une organisation récente. Elle n'a pas été inventée par les Grecs et ne repose pas nécessairement sur la domination d'autres peuples ou d'esclaves. Certaines organisations très complexes, notamment en Amérique centrale, autour de villes entières, ont connu des systèmes de protection sociale très élaborés, alors même que l'on n'en a pas de traces d'écriture. Mais alors, comment se fait-il que des populations qui auraient connu une telle organisation, apparemment démocratique et égalitaire, ont finalement choisi de se soumettre à des régimes autoritaires et impériaux? Les auteurs posent la question, et n'y répondent que partiellement. Un concept qui revient dans leur œuvre et qui pourrait participer à y répondre est la schismogenèse.
Selon ce concept, un individu aurait tendance à adopter un comportement ou des mœurs totalement opposés à son voisin, non pas tant par conviction que pour s'en distinguer et exister en tant que tel. Wengrow et Graeber montrent qu'un tel comportement est tout à fait envisageable pour les populations organisées. Au total, ce livre est très stimulant en ce qu'il propose une véritable remise en question de la vision téléologique que nous avons de l'histoire, et surtout de la notion de progrès historique. Ceci impliquerait que des préfixes comme pré ou proto précédant un nom de période devraient être considérés comme désuets. Il faudrait par exemple cesser de parler de période pré-socratique, ou de proto-renaissance, ou de proto-industrialisation. De la même manière, il est temps de revenir sur cette pluriséculaire bêtise qui consiste à considérer une période entière comme un Moyen-Âge, c'est-à-dire une période sombre coincée entre l'Antiquité et les temps modernes, qui n'ont d'ailleurs de moderne que le nom.